Une véritable manne touristique est tombée du ciel pour la commune de Déé. Des milliers de touristes choisissent la Guadeloupe pour visiter le lieu de tournage de Meurtre au paradis. Une jeune entreprise locale en profite également. Le reportage d'ATV est à venir. La campagne pour l'élection du président de la Chambre des métiers se poursuit. Les candidats font feu de tout bois pour tenter de l'emporter. La fraude est cette fois sous haute surveillance. Simon Vainqueur est notre invité ce soir. Le carnaval 2018 est déjà là. Les premiers sons ont retenti dès le jour de l'an enterré. Quelles seront les tendances pour cette année? L'économie en profite-t-elle déjà? Le reportage de Linda Kaersi dans cette édition. Il y avait de l'éveil, de l'initiation au cirque, des jeux, de l'humour et de la joie grâce à l'association L'Atelier de danse qui proposait des ateliers d'éveil pour les enfants. Yvan Lemar, il y est allé, il est revenu conquis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mercredi 3 janvier 2018. Une véritable manne touristique est tombée sur la commune de Déé. Plusieurs milliers de visiteurs choisissent la Guadeloupe uniquement pour visiter les lieux de tournage de Meurtre au paradis, la célèbre série internationale. Une entreprise guadeloupéenne en profite également, c'est elle qui s'occupe des réservations. Voici sans plus tarder le reportage de Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter. Une ville, une série, une renommée. Depuis plusieurs saisons déjà, Déé est le décor grandeur nature de Meurtre au paradis. Stéphane Martial a créé il y a un an Guadeloupe Advisor, une billetterie touristique. Sur laquelle les prestataires peuvent afficher leurs produits et obtenir des réservations qui arrivent directement dans un logiciel. Meurtre au paradis est une très belle vitrine d'abord sur la Guadeloupe et de nombreuses personnes regardent la série en Angleterre mais aussi dans d'autres pays anglophones en plus de la France. Donc c'est une opportunité pour la région de se faire voir et de se faire valoir. C'est donc tout naturellement qu'un prestataire a eu l'idée de créer une prestation touristique autour de ce produit. Et nous nous sommes donc rencontrés pour que je puisse distribuer son produit qui a un fort écho notamment auprès des croisiéristes anglophones britanniques qui sont les plus nombreux à réserver cette prestation. Pour Valérie et le Madras, lieu mythique et typique de la série, ce tournage est une bonne opportunité pour la ville et attire de nombreux touristes régulièrement, comme Michel et Denise, tout aussi fans de Déé que de la série. Ça fait des années que nous apprécions et le feuilleton, enfin j'appelle ça un feuilleton moi, enfin les histoires, et nous aimons également le village de Déé et ses restaurants, et particulièrement celui-ci. Nous sommes devenus amis avec les tenanciers de la case, nous venions ici et on découvre après les films qui se déroulent dans la case avec des magnifiques actrices et acteurs. Bon, et puis ici, après, on reconnaît les endroits. On reçoit beaucoup de clients, des étrangers, des Anglais, des Écossais, des Espagnols, un peu de tout, ceux qui suivent un peu la série, même en Australie. Donc on fait pas mal de rencontres. En général, ils veulent connaître le Catherine's Bar, les lieux où ça a été tourné, la série, ou boire un petit coup, les acteurs en fin de la série boivent le coup donc chez Catherine. Donc le Madras. Ça rapporte un petit plus à la communauté de Déé, aux résidents, ceux qui ont des hôtels, parce que toute l'année ça fonctionne quoi. Même en basse saison. Le circuit Meurtre au paradis attire donc des Américains, des Écossais et surtout des Anglais, avec une dizaine de réservations ces derniers jours pour une visite de 45 minutes au cœur de Déé. L'interdiction des sacs plastiques à usage unique, c'était il y a un an. Comment la Guyane a vécu cette transition? Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Les sachets plastiques ont la dent dure. Malgré l'interdiction à l'usage depuis janvier 2017, certains accessoires apparaissent encore sur les étals du marché de Cayenne. En questionnant quelques passants, le message est pourtant bel et bien passé. La plupart se baladent avec leurs sacs réutilisables, cabas ou autres paniers. Pas souvent, je vais tous les jours avec mon panier. Comme je n'étais pas venue au marché directement et puis ça m'arrive aujourd'hui. Alors vous voyez bien, j'ai mon sac cabas, j'utilise toujours mon sac cabas. Depuis quand vous avez eu ce réflexe d'utiliser votre sac cabas? Depuis que les sachets ont été interdits. D'accord. Et pour vous, c'est une bonne chose que les sachets plastiques? Très bonne chose, très bonne chose. Je suis pour la protection de la nature. Je n'utilise que des sacs en plastique réutilisables à l'effigie de la Guyane, qui respecte ses forêts, c'est ça, et ses animaux. Et ben voilà, parce que j'aime pas, je protège la planète, je fais ce que je peux et j'aime pas. Ouais, c'est une bonne chose, mais c'est pas bon par contre quand ils en ont encore et qu'ils les vendent par contre.
Alors je ne sais pas si c'est ici, hein, mais la plupart non, ils font des sacs en tissu en effet, qui sont en vente. Je viens avec mes sacs réutilisables, mes cabas. Là c'est exceptionnel. Hein. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que j'ai pas grand chose à prendre, juste 2-3 petites bricoles, donc j'ai oublié de récupérer. Enfin, j'ai pas pensé à récupérer mon cabas. Et ça m'évite aussi de faire trop de dépenses avec les fêtes de fin d'année. Le porte-monnaie il est un peu vide. Pour la plupart des commerçants, le message est clair, moins de sachets plastiques. On voit de plus en plus que les gens ils viennent avec des sacs à bas. Il y a certains, ils amènent leur propre sac plastique dans leur sac à bas, ils sortent leur sac plastique. Et c'est surtout pour ceux qui n'ont rien prévu, qui viennent en tourisme, qui viennent acheter, ils demandent un sac, ils achètent le sac pour leurs affaires. Les gens ne vont pas vouloir prendre ça, ils vont pas les réutiliser, ils vont jeter trop facilement. Du coup, il faut qu'on leur fait payer un petit peu pour au moins 10 centimes, 20 centimes selon la grandeur. Voilà. Et puis voilà, comme ça, si les gens ont vraiment besoin, ils achètent leur sac, comme ça ils prennent soin, ils reviennent avec leur sac la prochaine fois. Un an après la mise en application de l'interdiction de sachets en plastique, en vous promenant sur le marché de Cayenne, vous trouverez de plus en plus de personnes avec des sacs réutilisables de toute forme et de toute effigie. 3 membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont pris en main aujourd'hui la direction du CHU de Martinique. L'établissement a été placé sous tutelle. Ils ont 6 mois pour tenter de redresser celui-ci et c'est un comité d'accueil qui leur a réservé un accueil un petit peu particulier aujourd'hui à Fort-de-France. Le comité d'accueil est méfiant. Sous les blouses blanches, la couleur de la détermination. Un rassemblement symbolique pour montrer l'implication de l'ensemble de la communauté hospitalière aux inspecteurs généraux. Il faut aujourd'hui assainir les finances de l'établissement. Une remise à flot qui devrait notamment en passer par la mutualisation de services et donc la suppression de certains postes. Une épée de Damoclès pour les agents. L'administration, bien sûr, elle parle de diminuer les lits et de diminuer les effectifs. Il y a des collègues qui partent à la retraite en nombre important. On ne sait pas dans quelle proportion ils seront remplacés, mais nous avons la ferme intention, par service, par unité fonctionnelle, de faire la démonstration de nos besoins. Et ces administrateurs qui sont là, à partir d'aujourd'hui, il faudra qu'ils comptent avec nous et qu'ils nous fassent la démonstration du respect de la sécurité et de l'équité des patients avec l'effectif que nous avons aujourd'hui et qui, dans certains secteurs, est bien insuffisant. Vendredi dernier, le ministère de la Santé avait annoncé le versement d'une aide financière exceptionnelle au CHUM, 11 millions d'euros en complément des 93 millions de fonctionnement accordés cette année. Un coup de pouce pour assurer les charges d'exploitation et réduire le délai de paiement aux fournisseurs. Une aide loin d'être suffisante. Nous sommes dans une situation où les fournisseurs sont payés extrêmement en retard, ce qui fait qu'ils ne nous livrent plus et nous sommes en rupture de stock de certains matériels, des matériels de base comme des produits pour nettoyer la peau. Nous sommes également en manque de maintenance pour certains équipements avec des risques aussi bien sur des équipements de santé que sur des équipements liés au bon fonctionnement du CHU. Il y a la dette de l'hôpital et puis il y a la dette envers les fournisseurs. Les délais pour payer les fournisseurs, les délais habituels sont de 60 jours. Nous sommes à 300 jours, donc par conséquent, certains fournisseurs sont mis en danger par le retard de paiement. Il y a pour l'économie martiniquaise un vrai danger si le CHU va mal. Il faut dire que la dette est abyssale, 250 millions et 100 millions d'euros de déficit structurel. L'installation de l'administration provisoire devrait permettre de repartir sur des bases saines. Nous avons besoin d'une stabilité dans le management de notre équipe directorale. Nous avons besoin que des réorganisations depuis longtemps attendues se fassent. Et nous avons besoin de fonctionner dans un cadre normal. Il n'est pas normal, il n'est pas logique que la population paye la mauvaise gestion de cet hôpital. Mauvaise gestion qui a été relevée par plusieurs organismes, le dernier étant la Cour des comptes. Cette mauvaise gestion perdure. Il faut que nous travaillions dans un contexte normal. Le personnel soignant devrait prochainement rencontrer les 3 nouveaux inspecteurs généraux. En fonction de l'évolution de la situation, après les 6 mois de période d'observation, l'ARS prendra la décision ou non de reconduire l'administration provisoire.
La campagne pour l'élection de la présidence de la Chambre des métiers de l'artisanat bat son plein. Les mêmes candidats, à l'exception d'une qui s'est présentée cette fois-ci, se bousculent pour essayer d'enlever le morceau. Simon Vainqueur, bonsoir, vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc vous étiez déjà dans la bataille précédente. C'est vous qui avez soulevé la question de la fraude, si je ne m'abuse. Oui, bonsoir M. Canval. Je commencerai par souhaiter la bonne année à tous les Guadeloupéens et particulièrement aux artisans. Aux artisans, puisque je connais les problématiques, les difficultés de l'artisanat. Donc, je souhaite beaucoup de courage, de persévérance, beaucoup de force, puisque nous savons très bien que l'artisanat reste un pan vraiment de l'économie guadeloupéenne, mais en difficulté. Alors la question, ce qui avait conduit à l'annulation des élections, c'était la fraude. C'était quoi en fait? Décrivez-nous un petit peu en quelques données comment cette fraude s'était opérée. Alors, vous savez, l'heure est actuellement à l'apaisement et non à la contestation, puisque nous avons eu gain de cause devant le tribunal administratif de Basse-Terre et notamment... Moi, je vous pose cette question parce que cela pourrait se reproduire. Cela pourrait se reproduire, mais je pense que les autorités compétentes reprendront les mesures qui s'y imposent, hein, parce que, vous savez, la préfecture a été mise en cause et jusqu'à aujourd'hui, nous savons très bien que la problématique n'est pas dans la forme, mais dans le fond. C'est-à-dire que beaucoup d'enveloppes, plus de milliers d'enveloppes ont été manipulées, coupées sur le flanc, et les bulletins de l'équipe gagnante, il y avait des bulletins de plusieurs couleurs. Donc on a changé vos bulletins contre, sinon vous aurez gagné. Bon, c'est-à-dire que je pense que nous étions... C'est une question sérieuse. Non, non, mais vous savez, oui, je peux dire ça, je l'affirme, hein, si les bulletins n'avaient pas été manipulés, les artisans du changement seraient les grands vainqueurs de ces élections-là. C'est pour ça que là... Alors cette fois, vous avez l'occasion de l'emporter. Quels sont les arguments que vous présentez de nouveau par rapport à ce que vous avez présenté? Parce qu'on va retenir quand même que vous aviez perdu. Nous avons perdu parce qu'il y a eu fraude. Mais maintenant, les choses, les donnes ont été remises à niveau. Nous repartons au combat. Qu'est-ce que vous proposez cette fois? Nous avons un programme que nous avons établi, que j'ai ramené, mais je n'ai pas pu rentrer avec sur le plateau. Nous avons un programme. Vous savez, l'artisanat, c'est quoi? C'est 15 000 artisans, 45 000 emplois générés dans l'économie guadeloupéenne. Et pourtant, nous coulons sous nous subissons une image dégradée de l'artisanat. Nous coulons sous les dettes fiscales et sociales. Nous sommes écrasés par le RSI. Nous manquons de formation. Hein? Aussi, nous ne pouvons pas transmettre, nous sommes en panne de transmission de notre profession. Donc, il n'y a pas de relève parce que l'UMA ne joue pas pleinement ce rôle et nous sommes en panne d'apprentis, tout simplement. C'est pour ça que nous sommes là. Et vous savez que moi, au quotidien, je me lève à 4 heures du matin. Hier soir, j'étais en campagne sur le terrain. J'ai vu un artisan qui me dit, Monsieur Vainqueur, je travaille 18 heures par jour. 18 heures par jour, et c'est vrai, de plus en plus, la part du gâteau se réduit parce qu'on n'arrive pas à gagner notre vie avec notre métier. Donc, le but de l'artisanat aujourd'hui, c'est gagner sa vie avec son métier. Et beaucoup d'artisans sont en difficulté. Alors, la question, c'est le contexte économique ou la présidence de la Chambre? Parce que vous semblez dire que tout ce malheur, c'est à cause d'une mauvaise présidence de la Chambre. Ben, écoutez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire, mais vous savez très bien que si vous avez un bateau et vous avez un mauvais capitaine, parce que je me meurs à le dire, la Chambre des métiers a tous les éléments. Nous n'allons rien inventer. Tout est là. Tous les outils pour un bon fonctionnement est là. Mais simplement, si vous avez un mauvais capitaine, eh bien, le bateau restera à quai. Donc aujourd'hui, je suis le leader des artisans du changement. Je viens avec une équipe solide, avec des critères bien définis. Donc il y a l'éthique, la probité, la référence professionnelle, l'engagement. Nous avez vu, j'ai une liste bien concise, avec un découpage territorial, puisque maintenant on parle de territorialité. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pignon sur rue, nous voulons gagner ces élections-là pour pouvoir retrouver le blason de l'artisanat, puisque l'artisanat se porte mal, l'artisanat se meurt. Pourquoi il n'y a pas eu alliance entre celui qui vous avait soutenu et vous-même pour la plainte? Pourquoi il n'y a pas eu alliance? Il n'y a pas eu alliance parce que, vous savez, pu être plus fort. Alors je vais vous dire, nous avons été... Avec M. Chouan. Oui, nous avons fait campagne, nous avons fait recours au tribunal administratif de Basse-Terre. Nous avons gagné. Et j'avais dit à M. Chouan d'être très vigilant parce que M. Lasserre, contrairement à ce qu'il avait annoncé sur les médias, qu'il ne serait pas allé en cours d'appel, il a été en appel à Bordeaux. Et quelques jours avant, on a été surpris de voir qu'il a été en appel. Donc j'ai appelé M. Chouan rapidement. M. Chouan m'a dit, M. Vainqueur, je suis désolé, mais je n'irai pas à Bordeaux. Donc nous avons été à Bordeaux et nous avons gagné à Bordeaux. Donc quand nous sommes revenus de Bordeaux, je voulais contacter M. Chouan
pouvoir faire liste commune avec lui. Mais vous savez, M. Chouan est quand même un leader, il avait conduit une liste et ses policiers ont certainement lui ont conseillé de mener sa liste. Bon, M. Chouan mène sa liste, moi je mène ma liste, mais je n'ai rien contre M. Chouan. Au contraire, je dis que nous sommes aujourd'hui 4 candidats, le meilleur l'emportera. Et que pensez-vous de la présidente par intérim qui a décidé de se présenter? Là-dessus, je ne vais pas porter tous leurs commentaires, mais je ne voulais pas quitter ce plateau sans dire quelque chose. Parmi les 3 candidats, je suis le seul à ne pas avoir eu de poste à la Chambre de métier. Aujourd'hui, la Chambre de métier, selon les dits de M. Lasserre, dégage un déficit de 5 millions d'euros. M. Lasserre était trésorier adjoint de la Chambre de métier. Madame Takou était 3e vice-présidente. Qu'est-ce que vous voulez insinuer en associant leur nom au déficit? Comment? Qu'est-ce que vous voulez insinuer en associant leur nom aux 5 millions? Mais ils sont comptables de fait de la situation de l'artisanat aujourd'hui. Ils sont comptables de fait de ce qui se passe à la Chambre de métier. Puisque à partir du moment que vous êtes dans un bateau et vous ne quittez pas le bateau, eh bien, vous coulez avec, eh bien, ça veut dire qu'ils ont mis la situation aujourd'hui reflète les personnes qui ont fait partie de cette équipe-là. Alors, Monsieur Vainqueur, je vous remercie. Gardez de l'énergie pour la suite de la campagne, car vous devez aller jusqu'à la fin du mois. Alors, je vous propose, parce que cette semaine, nous avons décidé d'aller vers les artisans pour voir quelle était leur réalité sur le terrain. Je vous propose de regarder le reportage à TV et je vous remercie pour toute cette énergie déployée sur le plateau. On regarde ensemble. Merci beaucoup. Il y a 33 ans, Corinne ouvrait ici son premier salon de coiffure. C'est à l'âge de 8 ans que cette passionnée du cheveu a décidé d'en faire son métier. J'ai choisi ce métier déjà parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. C'est vraiment ma passion. Et donc à ce jour, je vis pleinement cette passion. C'est vrai que j'ai fait un circuit normal. Donc mes premiers pas ont été faits à l'âge de 16 ans aussi, mon apprentissage évidemment. Et puis j'ai poursuivi jusqu'à effectivement maintenant. Donc ça fait une 30aine d'années passées que je suis là, installé ici au même endroit. Comme de nombreuses professions, l'artisan coiffeur connaît aussi certaines difficultés. Ces nouvelles élections à venir relancent également le débat du mode de scrutin. Il y a même quelques 4 ou 5 années déjà, la vente de produits un peu partout, délibérément, et qui permettent aux gens, effectivement, à tout un chacun de s'en procurer et de procéder à des techniques de coiffure qui ne sont vraiment pas les bonnes et qui après veulent porter le chapeau aux vrais professionnels de la coiffure qui sont installés, et du coup ça nous fait vraiment du mal. Nous, on serait peut-être d'accord à soulever ce problème-là. Le mieux serait de trouver un autre mode de vote, tout simplement, et qu'il ne soit pas par correspondance, et pour moi tout serait peut-être un peu plus clair. De nombreux artisans sont donc favorables au changement de mode de scrutin afin de ne pas réitérer les mêmes erreurs que l'élection précédente, tout en étant désireux de créer un groupement unique pour développer l'artisanat local. Vous êtes sur la TV, restez avec nous. Dans un instant, nous plongerons avec Linda Kayersi dans les premiers bains du carnaval pour en connaître les grandes tendances. Et avec Yvan Lemar, nous irons au cœur des ateliers qui ont fait la joie des enfants aujourd'hui. Les premiers sons du carnaval ont retenti dans les rues dès lundi dernier. Les premiers groupes donnaient le change. Au-delà de l'aspect festif, il y a tout un aspect économique à considérer. Voici le reportage de Linda Kayersi. Qu'il soit satiné, coton, le tissu est la matière phare du carnaval. Et cette année encore, ce magasin spécialisé répondra à toutes les attentes. Cette année, il y a une tendance qui se dégage un petit peu et qui se confirme par rapport à l'année dernière, c'est le tissu africain. On peut même dire que ça fait 2 ou 3 ans. Et il y a un motif particulier qu'on appelle le daishiki, que les gens commencent à connaître. Et voilà, qui est très demandé. Et cette année, donc, cette tendance se confirme. Bien avant les festivités, les commandes sont effectuées. Objectif, répondre à la demande, mais surtout, éviter les ruptures de stock. Il y a d'autres tissus, comme la broderie anglaise, qui reste toujours en cours, qui reste toujours demandée, je veux dire. Puis vous avez le madras, bien sûr. On fait des petites associations par-ci par-là. Et puis tout ce qui est lamé, tout ce qui est brillant, tout ce qui est luisant, tout ça on l'a. Et on attend encore d'autres arrivages pour dans très peu de temps. Voilà, incessamment sous peu, on aura d'autres arrivages. On essaye vraiment d'être, je sais pas, de maintenir nos prix dans la mesure où c'est possible, et bien sûr. Jusque-là, les prix n'ont pas bougé. Cette année, les achats seront soutenus. Il faut faire vite, car le carnaval est très court. Fin des festivités, le 13 février. Très peu de temps donc pour confectionner bon nombre de costumes.
Même avant que la fin des fêtes, des grandes fêtes, déjà il y avait des gens qui venaient se renseigner, faire de la prospection et commencer même à acheter, hein, comme par exemple la toile du jute, ils ont commencé, certains tissus en blanc et tout ça. Ça commence, absolument, ça commence. Ça a commencé plus tôt parce que justement ça va être plus court cette année, malheureusement. Plumes, strass et autres accessoires viendront agrémenter les tissus des costumes pour un ensemble harmonieux et éblouir ainsi les spectateurs. L'association L'Atelier de danse propose aux enfants à partir de 4 ans, et ce jusqu'à vendredi, des activités d'éveil. Et Yvan Lemar était cet après-midi à Chauvel pour assister à ces activités. Voici son reportage. À l'espace de Grasse à Chauvel-Abîme, les enfants découvrent différentes disciplines par petits groupes, une méthode de travail pluridisciplinaire pour permettre aux petits stagiaires de mieux maîtriser leur corps, leur espace et leurs capacités. C'est surtout travailler sur en fait, la créativité. Le ludique, la créativité. On n'est pas du tout dans la pédagogie du modèle. On fait des propositions, on lance des consignes et après chaque enfant a sa propre interprétation. Donc c'est travailler sur développer la personnalité de chacun. Ils arrivent avec leurs acquis et petit à petit ils développent un peu plus de ceux qui viennent régulièrement, d'assurance, au niveau du placement corporel, de la jonglerie, de l'adresse, de l'équilibre. Voilà. Et puis en art plastique, c'est aussi pareil, les compétences en art plastique, la maîtrise. Bon, ils font beaucoup de dessins, de peinture. Comme je vous dis, de temps en temps, on fait de la poterie aussi. On va travailler en 3 dimensions. Une vingtaine d'enfants participent à ce stage qui mêle la danse, l'art plastique, mais aussi l'art du cirque. Les enfants vont pouvoir découvrir 3 à 4 disciplines de cirque, donc la jonglerie, l'équilibre sur objet, les acrobaties et également les clowneries et la mise en scène, enfin en tout cas l'expression scénique. Pendant les stages des vacances scolaires, ce sont en général des ateliers de découverte des arts du cirque et d'initiation. Donc on va vraiment passer par la découverte des disciplines et de leur base. Et ensuite, pour les élèves un peu plus motivés, on passera par des phases où on fera des petits ateliers un peu plus techniques, un peu plus pointus. Nos artistes en herbe pourront s'initier aux différentes disciplines jusqu'à vendredi. Le prochain stage de découverte artistique est prévu durant les vacances de carnaval. Et maintenant, quelques informations pratiques utiles à votre vie quotidienne. Sachez que les coupures d'eau prévues ce jeudi 4 à la zone de Gosier de 18h à 6h le lendemain. Encore des coupures à Gosier. Pour donner votre son, ce sera devant Hyper Casino des Marais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et puis, si vous voulez donner une information à ATV Guadeloupe, composez le 05 90 60 11 11. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Une véritable banne touristique est tombée du ciel pour la commune de Déhay. Des milliers de touristes choisissent la Guadeloupe pour visiter le lieu de tournage de Meurtre au paradis, la célèbre série. Une jeune entreprise locale en profite également. Vous avez vu le reportage d'ATV Guadeloupe. La campagne pour l'élection du président de la Chambre de métier se poursuit. Les candidats font feu de tout bois pour l'emporter. La fraude est sur haute surveillance. Vous avez écouté les explications de Simon Vainqueur. Le carnaval 2018 est déjà là. Les premiers sons ont retenti dès le jour de l'an enterré. Quelles seront les tendances pour cette année? L'économie en profite-t-elle déjà? Le carnaval sera plus court cette année, alors faites attention. Il y avait de l'éveil, de l'initiation au cirque, des jeux, de l'humour et de la joie grâce à l'association L'Atelier de danse qui proposait des ateliers d'éveil pour les enfants. Yvan Lemar était sur place pour ATV. Nous venons de voir son reportage. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à 18h45. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur ATV.